Bonjour à tous, je suis ravi de pouvoir vous présenter certains de nos projets de recherche. Donc j'ai choisi de vous présenter 3 projets qui sont des projets transdisciplinaires qui se situent dans le cadre des humanités numériques. On développe bien d'autres choses au service de la recherche, donc Boris a un peu parlé des projets plus opérationnels qui visent à l'indexation automatique de ce qu'on peut, à l'aide à la documentation. Donc là on travaille avec les services opérationnels, avec la direction des systèmes d'information là-dessus. On a des projets aussi qui sont plus directement purement technologiques. Donc là, on est dans des projets transdisciplinaires où on travaille avec des chercheurs en sciences humaines et sociales et où l'INA assure plutôt la partie technologique des projets. Donc je vais vous en présenter 3. J'ai choisi de les ranger dans l'ordre du moins massif au plus massif. Donc je vais commencer par un projet financé par l'ANR qui s'appelle le projet Entracte, d'analyse transdisciplinaire des actualités filmées. Donc c'est les actualités qui étaient projetées dans les cinémas jusqu'en 69, donc un corpus très particulier, un projet sur lequel on travaille avec le Centre d'histoire sociale des mondes contemporains, je crois que ça vient de changer de nom, de l'Université Paris 1, et des laboratoires de recherche technologique, donc Eurecom pour l'analyse d'images, le laboratoire d'informatique de l'Université du Mans pour l'analyse de la parole et la transcription de la parole, l'IRIM pour la textométrie. Et je vais vous présenter les premières avancées de ce projet. Donc le corpus, c'est les journaux qui étaient édités par la Société des actualités françaises. Entre 1945 et 1969, c'est la période qu'on a choisie. Ça représente environ 200 heures de programme. Donc on est à la fois dans un corpus qui est petit, mais qui est quand même un peu grand pour pouvoir être analysé complètement à la main. Donc l'objectif du projet, c'est de voir en quoi les technologies d'analyse et d'indexation automatique et de reconnaissance de contenu et de machine learning et d'intelligence artificielle peuvent permettre de renouveler la lecture de ce type de corpus de façon à aider les historiens dans leur approche et de permettre de nouveaux types d'interrogations. Donc le corpus, les journaux, donc les 1200 et quelques journaux ont été numérisés et segmentés par sujet. Donc chaque journal comprend une dizaine de sujets de reportage. Il contient une très riche documentation. Donc il y a des notices documentaires relativement classiques, mais qui sont très détaillées, donc avec des titres de collection, des mots-clés contrôlés par un thésaurus, les génériques et un champ séquence qui décrit l'image que je vais vous montrer après. Les journaux sont constitués de commentaires en voix off qui ont été intégralement tapés à la machine à l'époque. Donc on a les tapuscrits de tous ces commentaires qui fournissent une documentation extrêmement riche, et puis d'autres types d'informations dont je ne vais pas parler ici. Donc le champ séquence dont je parlais décrit pratiquement plan à plan toutes les séquences. Donc c'est une description extrêmement variée. Je vous donne un exemple ici. Voilà, foule devant l'entrée de la faïencerie Boulanger, la cheminée de l'usine, les ouvriers plaçant des madriers. Ensemble de construction moderne. Dernier vestige du passé, la cheminée d'une usine. Voilà, on voit pas très bien, mais monsieur Marcel David, maire de Choisy-le-Roi, mettant le feu aux étés. Vous voyez la finesse de description, ça va très vite, donc c'est extrêmement détaillé. 55 mètres de maçonnerie. Ça, c'est une première source d'information. Les commentaires qu'on a entendus ont été intégralement tapés à la machine et reliés par année. Donc on a pratiquement 9000 pages de tapuscrits qui sont de 2 types. D'une part les sommaires de chacun des journaux, relativement détaillés, et puis le tapuscrit du commentaire lui-même. Donc une première passe d'analyse de ces tapuscrits a constitué à séparer les sommaires des commentaires. Donc on a fait ça automatiquement en entraînant un algorithme de machine learning. Bon, on a un peu pris un marteau pour tuer une mouche, on a pris les dernières avancées du machine learning pour faire ça, mais ça marche relativement bien. On donne quelques exemples de l'un, quelques exemples de l'autre à la machine, et puis il trie tout le reste de façon pratiquement magique. C'est un cas assez favorable, ça marche relativement bien. Donc une première phase d'analyse automatique. Donc on voit ici le commentaire ici Choisy-le-Roi, Horace la cité moderne, c'est le commentaire de ce qu'on vient d'entendre. Donc on a fait, sur ces pages de tapuscrits, on les a scannés d'abord, avec des méthodes industrielles. On a passé une méthode d'OCR dessus, donc de reconnaissance de caractères. Là, c'est pas là qu'on est le plus fier parce qu'on a pris les méthodes de Google, mais qui marchent très bien là-dessus. Mais bon, c'était pas un enjeu de recherche pour nous. Donc, je vais vous montrer. Et puis, on a symétriquement, donc on a une source de données qui est l'OCR, la reconnaissance de caractère de ces tapuscrits,
Et d'autre part, on a la reconnaissance vocale du commentaire lui-même en voix off, qui est réalisé par le laboratoire du Mans, qui fait la reconnaissance vocale. Donc je vais vous montrer un exemple de résultat. Si je retrouve mon... Voilà, ici. Un résultat de transcription de la parole. Donc on voit en sous-titre le résultat de la machine de transcription de la parole, et quand c'est souligné, ça veut dire qu'il a repéré ce qu'on appelle une entité nommée, c'est-à-dire soit un nom propre, soit un nom de lieu, soit une indication de date. Donc ici, on voit demain, par exemple, il a repéré que c'était une indication de lieu. Demain également, Choisy-le-Roi sera doté d'un magnifique ensemble de constructions modernes. Dernier vestige du passé, la cheminée d'une usine de faïencerie a été solennellement démolie. En présence d'un nombre public, le maire a mis le feu au brasier qui provoquait peu après l'effondrement spectaculaire des 55 mètres de maçonnerie. Les démolisseurs ont terminé leur travail. Sur les 35 000 mètres carrés qu'ils ont déblayés, celui des bâtisseurs va commencer. Demain, une cité moderne, blanche et aérée, qui comprendra 500 logements, remplacera l'ancienne usine. Et 500 familles auront enfin trouvé un foyer. Alors selon l'appréciation qu'on a, on trouve ça très très bien ou on trouve ça calamiteux. Ça dépend un peu de l'usage qu'on veut en faire derrière. Nous qui avons plutôt un point de vue de statistiques, de données de masse, on trouve ça vraiment bien. Il manque des petites choses. Bon, c'est un cas plutôt bien que ce soit ancien, le système a été entraîné sur des données récentes et pas des données anciennes. Donc on trouve que ça marche pas si mal. Je vais revenir à la présentation. Donc voilà, ça c'est ce que je viens de montrer. On a, pour faciliter le travail de lecture du corpus, on avait toutes ces pages de tapuscrit qui étaient triées par année, mais à l'intérieur de chaque année, on ne savait pas quelle était la page qui correspondait à quel sujet. Donc pour pouvoir faciliter la lecture des historiens, on a réalisé l'alignement des commentaires, c'est-à-dire qu'on a identifié pour chaque sujet d'actualité à quelle page et à quelle section de page il appartenait. Donc ça, c'est un résultat, ce que vous voyez là, c'est donc le bon commentaire qui est identifié, c'est un résultat complètement automatique, et on a utilisé comme source de données la transcription de la voix off d'un côté et la reconnaissance des caractères de l'autre. On a croisé les deux pour identifier le bon passage au moment. Donc ça, c'est une technologie, des algorithmes relativement simples et qui fonctionnent relativement bien dans ce cas-là. Eurecom, le laboratoire de recherche Eurecom, s'intéresse à catégoriser ces images. Donc il a fait quelques premières expérimentations de catégorisation automatique d'images. Donc la légende que vous voyez en dessous de chaque image est complètement automatique. J'ai choisi plutôt des exemples qui marchent bien, parce que là aussi, c'est des technologies qui ne sont pas adaptées à des contenus anciens, qui sont des technologies qu'on trouve, qui sont développées sur des contenus récents. Donc on va voir. Donc là, un groupe de personnes debout devant un bus. Bon, là, ça marche très bien, on est très content. Un groupe de personnes qui marchent dans la rue, qui descend une rue. Bon, ça marche plutôt pas mal. Il n'a pas trouvé que c'était une manifestation, bien que ce soit un sujet extrêmement intéressant pour les historiens du corpus. Et puis là, une dame qui tient un téléphone portable. Ben non, il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. Donc ça montre un peu les limites du système et l'importance de la notion de contexte qu'on a besoin d'intégrer dans ce type de logiciel. Donc là, un des enjeux, c'est de pouvoir spécialiser les logiciels à un contexte donné, à une période donnée, à un type de contenu donné. Donc là, c'est les logiciels tels qu'ils étaient qui ont été appliqués. Détection et identification de visage, c'est aussi des technologies qui nous intéressent beaucoup. Donc on a appliqué détection et reconnaissance sur une petite sélection là pour faire des premiers tests. Vous allez voir, quand il y a un rectangle vert ou jaune, c'est qu'il y a un visage qui a été détecté, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un visage mais on ne sait pas qui. Quand le rectangle passe en bleu, c'est qu'on a reconnu, enfin, le système a reconnu la personne. Pardon, je vais passer la vidéo rapidement, peut-être pas tout montrer. On va passer là. C'était avant que c'était un peu après. Pour pas tout montrer. Voilà, ici, donc on a un concours de sosie de Brigitte Bardot, et le système a identifié à un moment la vraie Brigitte Bardot. Donc il s'est trompé. Ce qui fait que cette personne-là aurait pu gagner. Là, on ne voit pas. Donc là, il n'y a pas de reconnaissance. Il y a bien la détection des bonnes personnes.
voilà, c'est des travaux un petit peu préliminaires sur ce type de corpus parce qu'on n'a pas les bases de données pour reconnaître les visages de cette époque-là. Un autre champ d'investigation technologique, c'est la textométrie. C'est les partenaires de l'IRIM qui s'intéressent à ça, qui ont développé le logiciel TXM de textométrie qui permet de mesurer des co-occurrences de termes, de faire des statistiques sur le contexte des termes. Donc là, on a fait une petite expérimentation sur les adjectifs qui peuvent qualifier soldat d'un côté et combattant de l'autre. Donc c'était assez intéressant au moment de... Il y a pas mal de sujets qui sont au moment de la guerre d'Algérie. Donc quand on voit soldat, on voit soldats américains, français, allemands, anglais, russes et combattants, c'est plutôt indigènes, marocains, tunisiens, dans les termes qui apparaissent le plus. Donc ça permet de catégoriser les termes. Ça, c'est un exemple un petit peu simple, mais de proche en proche, on arrive à faire des analyses relativement fines. Donc ça, c'est des expérimentations qui ont été faites sur les notices documentaires. On va s'intéresser à faire la même chose sur la transcription automatique des commentaires, ce qui pose d'autres types de problèmes, puisqu'il y a des erreurs. Comment la textométrie peut prendre en compte les erreurs, ça c'est un enjeu. Une autre manip qui a été faite, c'était les occurrences du mot full. Donc le mot full dans le corpus est un des mots les plus représentés, je crois que c'est la troisième occurrence, des mots signifiants. Et on voit par année le nombre d'occurrences. Donc quand la barre est vers le haut, c'est qu'il apparaît statistiquement plus souvent que ce qui devrait, et quand il est en dessous, c'est moins souvent que ce qui devrait. Donc on voit qu'en 45 et en 58, le mot apparaît beaucoup. Donc on peut identifier ça à la Libération, à la Ve République. Mais on voit qu'il y a d'autres endroits où on n'a pas d'événements aussi importants que ça. Et ça peut être simplement qu'il y a des événements sportifs, par exemple, qui n'ont pas été identifiés comme tels. Donc il faut analyser un petit peu plus finement les événements qui correspondent à ces occurrences. Donc les pistes de recherche historiques auxquelles les historiens vont s'intéresser en essayant de mobiliser ces technologies-là, c'est les notions de spectacle, de lieux et monuments, lesquels on espère que les technologies vont pouvoir permettre de fouiller relativement le corpus. Certains moments, retour de prisonniers, crise internationale, conflit, donc il y a la notion là aussi la notion de foule. On a commencé des tests sur l'image, les foules se détectent relativement bien, les figures, grands hommes, stars et certains événements. Donc on essaie d'instrumenter le corpus avec des technologies et puis on remplace de toute façon pas le travail humain. Et en dernier lieu, on plonge toutes ces données dans une plateforme que l'INA développe qui s'appelle Okapi, qui est une plateforme qui mobilise d'autres types de technologies qui sont des technologies de type sémantique, des ontologies et des paramétrages un peu génériques de la plateforme qui permet en particulier de publier un site web de démonstration des résultats. Donc là, on a mis un petit exemple avec différentes timelines sur les émissions, les voix de femmes, les voix d'hommes, les musiques, on y reviendra tout à l'heure. Donc voilà pour ce premier projet de recherche. Le deuxième projet de recherche, l'Observatoire transmédia, le projet OT Média, s'intéresse, lui, à l'actualité plus récente. C'est le résultat d'un projet financé par l'ANR qui est terminé depuis un petit moment, mais que l'INA a repris à son compte pour redévelopper intégralement le prototype qui avait été fait à l'époque. Et il s'agit de réaliser des analyses conjointes de contenu d'actualité sur des modalités extrêmement différentes, donc télé, radio, mais également presse, les dépêches d'agences de presse, hein, l'AFP était partenaire du projet, et également Twitter, ce qui rejoint ce que Boris a présenté tout à l'heure. Donc on travaille également avec le dépôt légal du web sur ces aspects-là. Et l'objectif du projet, c'est de pouvoir faire des études qui analysent la circulation de l'information. Donc on commence à s'intéresser par exemple aux fake news, hein, aux infox. Notre propos, c'est pas dans ce cadre-là de déterminer automatiquement s'il s'agit d'une fake news ou pas. Ça, c'est des choses sur lesquelles on ne travaille pas, mais plutôt de pouvoir analyser le contexte de circulation d'une information, de voir qui a repris qui, quel média a repris quel autre média et de quelle manière, pour pouvoir analyser plutôt le contexte de l'information que l'information elle-même.
Donc le cadre, c'est des grands volumes de données, de pouvoir développer des algorithmes d'analyse et de fouille de données dans ce cadre-là. Donc également transcription de la parole, analyse d'image, et de mettre tout ça dans un moteur de recherche. Voilà une illustration de l'interface de consultation et de recherche. Bon, c'est tout à fait classique, mais ça permet de plugger des algorithmes d'analyse et des algorithmes de visualisation de données dans la plateforme. Une autre interface avec un peu plus de data visualisation. Des exemples d'études, bon, des choses assez classiques sur les co-occurrences de mots. Donc une étude qui avait été réalisée par Lucien Castex à l'époque de la loi sur le mariage pour tous, donc de co-occurrence de termes. Une autre étude là, qui était plus liée à l'analyse d'images, donc ça c'était en 2011-2012, au moment où on parlait beaucoup des Roms, on a essayé de voir quelles étaient les images qui étaient le plus associées à certains termes. Donc souvent des choses assez négatives. Donc les images qui étaient le plus liées au terme d'expulsion, le discours de Grenoble, c'était le discours de Sarkozy à l'époque, il me semble, au terme de délinquance, de mendicité, donc des images relativement négatives. Et puis insertion, intégration, quelquefois des images un petit peu moins connotées. Là, on voit quelqu'un qui joue de la trompette, on ne pouvait pas dire comme ça automatiquement, c'était des choses un petit peu qui semblaient un petit peu plus neutres. Et puis, par des algorithmes d'analyse d'images relativement simples, les photos les plus souvent publiées sur ce genre de thématique. Sur la propagation de l'information, en faisant des mesures de similarité entre les contenus, on s'intéressait à voir quel média reprenait quel article de quel autre média, et on essayait de mesurer comme ça comment l'information pouvait circuler d'un média à l'autre. Donc ça, c'était au moment où Mélenchon avait traité Hollande de capitaine de pédalo. On a essayé de voir comment cette information avait été reprise dans les médias. Donc alors chaque ligne représente un média. On a une première occurrence sur le blog de Mélenchon, et puis certains articles qui en parlent, jusqu'à une dépêche de l'AFP qui est en jaune ici, qui, elle, a été reprise par tout le monde. Et quand on a une flèche bleue, ça veut dire qu'on a mesuré un taux de similarité suffisant pour pouvoir dire que cet article a repris cet autre article. Donc on mesure comme ça, avec graphiquement, comment cette information a pu circuler. Donc ça, c'est le type de choses qui nous intéressent pour mettre dans les mains de chercheurs en économie, en sciences politiques, en infocom, pour appréhender leur corpus et pouvoir le faire parler. La troisième étude dont je voulais parler, on en a fait un peu de bruit, on est très content de ça récemment, qu'on a publié dans la revue des médias. C'est la nouvelle version du site INA Global dont Boris parlait tout à l'heure. Il y a une nouvelle version qui vient de sortir. Donc ça, c'est des travaux qui ont été réalisés dans le cadre du projet européen MIMAD, qui est illustré en bas à gauche. Et David Doucan, le chercheur de l'INA qui a réalisé cette étude, s'est intéressé à analyser la répartition des voix d'hommes et de voix de femmes dans les médias sur des données relativement importantes. Donc il y a un article qui est sorti là-dessus, qui est plutôt grand public. Donc il a analysé 700 000 heures de programme, ce qui commence à être relativement important, et publier un certain nombre de statistiques du plus général au plus particulier. Donc en analysant de 5h à minuit sur la radio, c'est de 2001 à 2018, on s'aperçoit qu'il y a à peu près un peu plus des 2/3 des temps de parole qui sont occupés par des hommes, et à la télé de 10h à minuit à peu près la même répartition. À la télé, on a enlevé les tranches du matin parce qu'il y a beaucoup de dessins animés, et les voix des dessins animés posent des problèmes parce que le système est entraîné pour repérer les voix d'hommes et les voix de femmes, et pas les voix d'enfants, et encore moins les voix d'adultes qui imitent des voix d'enfants. Les dessins animés, c'est souvent des adultes qui font. Et donc un certain nombre d'études comme ça, vous pourrez regarder dans la revue en ligne, il y a pas mal de chiffres. L'évolution du pourcentage de paroles des femmes à la radio, donc on voit que ça augmente. Ça augmente pas mal. Là, les schémas peuvent permettre d'afficher un peu les chaînes qu'on veut. Donc là, ce qu'on affiche là, c'est la médiane des chaînes publiques en orange et la médiane des chaînes privées en vert. Et puis là, je crois, c'est France Inter et RTL
Donc on voit une progression assez importante. On passe un quart du temps de parole pour les femmes à un tiers du temps de parole pour les femmes en 10 ans. Donc c'est pas encore paritaire, mais il y a une certaine progression. Donc toutes les données qui résultant de cette étude ont été publiées sur la plateforme data.gouv.fr, donc en open data. Donc vous pouvez les télécharger et jouer avec. C'est ce qu'a fait Le Monde qui a repris l'article. Le Monde n'a repris aucun des graphiques de l'article, ils les ont tous refaits à partir des données qu'on a publiées. Donc si vous allez voir sur le site du Monde, l'article qu'ils ont publié qui cite cette étude, ils ont refait tous les graphiques, ce qui est tout à leur honneur de rigueur journalistique. Voilà une autre cartographie sur les journaux de France 3 régionaux de 2016, et on s'intéresse à la répartition par région, donc plus c'est foncé, plus c'est paritaire. Donc c'est intéressant de voir qu'entre l'Alsace et la Lorraine, on est aux deux extrêmes. Alors, je vous laisse interpréter ça comme vous voulez. Voilà. Donc comment on a pu réaliser cette étude? L'enjeu principal est dans la collecte des données qui permettent d'entraîner ces systèmes. Donc là, on a utilisé ce qu'on appelle notre dictionnaire de voix. C'est un dictionnaire qui comprend des segments de voix par individualité avec les personnes qui sont identifiées, qu'on a réalisé semi-automatiquement. Donc on a pris dans des journaux télévisés des passages de ce type-là, où on avait le nom d'une personne qui était affiché en sous-titre. On faisait l'OCR de ce nom-là. On allait chercher dans le thésaurus si c'était quelqu'un qui était bien référencé pour avoir plutôt des personnalités publiques. Et on allait chercher le segment de voix qui correspond, qui était identifié automatiquement, en disant le segment de voix qui est à cet instant-là, c'est vraisemblablement la voix de Vincent Lindon. On a fait un peu de nettoyage manuel parce qu'il y a quand même des erreurs, et on a pu comme ça constituer un dictionnaire de voix d'hommes et de voix de femmes qui nous a permis en particulier d'entraîner le système de détection de voix d'hommes et de voix de femmes. Donc ça, c'est quelque chose qui nous intéresse. C'est quelque chose, la collecte des données, la constitution des bases, ce qu'on appelle les bases d'apprentissage ou les vérités de terrain ou les bases d'entraînement de ces machines est quelque chose d'extrêmement critique. Et donc on essaye de faire ça le plus automatiquement possible. Parce que, donc ça, ce sera... les algorithmes sont internes à l'INA ou vous utilisez des algorithmes? Alors ça, c'est sur l'algorithme qu'on a développé, il a été développé par l'INA, il est en open source, d'ailleurs j'aurais dû le dire, il s'appelle INA Speech Segmenter, donc ça se trouve sur les GitHub de l'INA, et vous pouvez le télécharger. Alors il n'y a pas l'algorithme d'apprentissage, il y a l'algorithme de prédiction, c'est-à-dire le système qui fait la classification voix d'homme, voix de femme, qui fait aussi la détection de musique. Donc on fait un certain nombre de choses et il est relativement facile à utiliser. C'est des scripts Python, ça marche assez bien. Donc en conclusion sur l'évolution sur les métiers, donc j'ai mis intelligence artificielle et travail manuel parce que pour que les machines fonctionnent, il faut beaucoup de travail manuel, hein, on en parle beaucoup en ce moment, pour constituer les bases d'apprentissage qui permettent d'entraîner ces systèmes. Et ça, c'est à mon sens un enjeu très important. Les tâches d'annotation peuvent être fastidieuses. Quel degré d'acceptabilité on tolère dans une entreprise pour faire la notation de tous ces... Donc ça, nous, on a mené pas mal d'expérimentations à l'INA là-dessus. Nous avons travaillé des documentalistes sur les tâches d'annotation. Selon ce qu'on demande, c'est plus ou moins pénible. Par exemple, là, sur les tâches d'annotation classiques en traitement de la parole, on va chercher à identifier les silences qui peuvent aller jusqu'à 300 millisecondes, c'est-à-dire moins d'une seconde. Annoter avec ce type de logiciel des silences tout petits ou annoter des séquences très fines où il y a deux voix en même temps, ça peut être extrêmement fastidieux. Les logiciels qui sont disponibles pour le faire sont à l'heure actuelle plutôt des logiciels qui viennent du monde de la recherche, que les chercheurs utilisent pour leurs propres besoins. Le monde industriel de la documentation, à ma connaissance, n'est pas encore emparé de ces sujets-là. Qu'est-ce que ça va donner? J'en sais rien, mais à mon avis, c'est quelque chose d'important. Donc selon le degré de finesse de la notation, on va avoir des pratiques qui vont être extrêmement différentes. Donc je prends un exemple très concret, mais si on cherche les silences qui font moins de 300 millisecondes, ou si on cherche grosso modo les plages de silence qui font au moins 2 secondes et qu'on n'a pas besoin d'être très précis sur les bornes, on ne va pas avoir du tout
on va pas du tout avoir les mêmes tâches d'annotation ni la même pénibilité. Donc derrière, on n'aura pas non plus les mêmes processus de documentation parce qu'on n'aura pas non plus le même degré de finesse de résultats. Et puis d'autre part, nous, alors recherche, on n'aura pas non plus les mêmes thématiques de recherche, parce que si on tolère que les corpus soient extrêmement finement détaillés, on a beaucoup moins de travail. Alors que si on a des bases d'apprentissage qui sont moins fines, il va falloir faire un effort de recherche supplémentaire pour pouvoir compenser le degré de finesse. Donc ça, c'est à mon avis des enjeux assez importants. Et là où on peut peut-être agir, c'est sur les outils d'annotation pour qu'ils soient le plus confortable possible, le plus intégré possible au processus documentaire, et que les tâches elles-mêmes soient le plus intégrées possible dans le processus de documentation, parce qu'il y a un des risques d'avoir des tâches de petites mains et de constitution de bases un peu fastidieuses et des tâches plus valorisantes, ce qui peut entraîner une certaine féodalisation du travail. Donc, mais bon, aujourd'hui, on en est là.